Alors, je vais lancer du coup le direct. On va faire un premier test, voir si ça marche bien. S'il y en a qui sont déjà connectés, je veux bien qu'ils m'écrivent pour savoir si on m'entend bien, si la vidéo marche bien, qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Alors, j'essaie en même temps de... Ah, Laetitia. Hop, hop, hop. Dites-moi si ça marche bien, les gars, du coup, parce que je suis pas sûr d'avoir une bonne connexion là où je suis, dans ma campagne Blayaise. Et si, je sais pas non plus si le son est bon. Bon, ça a l'air en place, du coup, on attend encore un peu. Pour qu'il y ait une connexion. On attend encore un peu, puis on va démarrer du coup à l'heure, en espérant qu'il y ait le plus de monde possible, parce que j'ai pas mal de, de choses à vous raconter et j'espère bien aussi avoir vos retours sur tout ça. Bon, vous êtes déjà 20, c'est cool. Bon, du coup, je dis bonjour à tous. Il y a beaucoup d'anciens des promotions du DSPM précédentes et actuelles. Tout le monde ne se connaît pas, mais du coup, ça fera le meilleur aussi de vous croiser et de que tout le monde change entre vous. Bon, ben, il est déjà 17 h sur mon horloge. Commencer si vous voulez bien. Je vais juste dire un mot pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être aussi, et présenter un peu aussi Focus. Donc, Anthony Med, je suis docteur en psychologie. J'ai plusieurs fonctions au quotidien. Je suis plus trop psychologue, mais je l'étais pendant une dizaine d'années. Je suis préparateur mental, du coup, auprès de sportifs ou d'artistes, de musiciens, d'entrepreneurs, de politiciens. Je fais maintenant beaucoup de formations. Avec Olivier Leprêtre, mon associé, on a cofondé du coup ensemble Focus Consultant il y a maintenant 3 ans et demi. Et donc via Focus, on fait beaucoup de formations destinées aux particuliers, aux sportifs, aux entraîneurs, aux professionnels, aux managers, à plein de gens. J'ai également une activité de loisirs où j'écris des bouquins en préparation mentale en psycho, dont il y en a 3 qui vont être publiés là normalement en 2020. J'ai hâte que ça sorte tout ça. Et je donne quelques cours aussi maintenant en école de commerce. J'étais pendant quelques années enseignant à la fac en tant que chargé de cours vacataire en STAPS et en psycho. Et maintenant, donc, j'ai arrêté, mais par contre, je suis toujours un peu enseignant dans les écoles de commerce. Voilà, du coup, je mélange tout ça. C'est un peu mon approche qui est assez globale, assez complète. Et en complément de ça, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai été aussi longtemps chercheur. Donc j'ai fait une thèse en psycho et j'ai travaillé après comme chercheur rattaché au laboratoire de psycho de la fac de Bordeaux. Et j'ai mené des enquêtes sur les thématiques qui sont pour le coup très actuelles. Et c'est ce qui du coup m'a amené à vouloir échanger avec vous sur cette thématique du jour. Alors, je voulais échanger avec vous sur le positionnement de la préparation mentale aujourd'hui, qui à mon avis est un métier qui est en pleine évolution. On parle de plus en plus de mental, de sport, ça fait la une de la presse tout le temps, tous les sportifs en parlent, les médias, etc. Il y a de plus en plus de formations qui se créent, comme la nôtre. Euh, pour autant, la préparation mentale aujourd'hui est toujours très axée sur l'aspect performance, le haut niveau sportif et la recherche de résultats en fait sportifs, alors que je pense que ça peut être beaucoup plus large que ça. Ça peut être une discipline et une technique qui permet de travailler d'autres aspects que la perf, qui peut travailler la santé, l'éducation, plein de choses. Et du coup, je voulais rebondir sur deux événements qui se sont produits récemment. Alors, ce que j'ai pas dit du coup, c'est que j'ai prévu de faire un petit speech pendant 20 minutes et après d'écouter vos questions et d'échanger avec vous pour avoir justement votre avis aussi de terrain.
de professionnels, de sportifs pour qu'on puisse échanger et essayer d'élaborer un petit peu ensemble. Donc, sur ce que je voulais vous dire, donc, il y avait donc le premier événement qui était donc là, qui est arrivé en janvier, février, qui est arrivé un peu comme un espèce là, de comment dirais-je, de choc dans le monde du sport. C'est le bouquin témoignage de la patineuse Sarah Abitbol qui a témoigné de son cas en fait où elle a été agressée par son entraîneur sexuellement à plusieurs reprises et ça a fait vraiment beaucoup de vagues dans les médias. On en a beaucoup parlé. Ce qui pour moi était assez surprenant et à la fois assez, comment dirais-je, enfin, qui ne m'a pas tellement choqué parce que j'ai travaillé pendant 10 ans sur ces questions-là en fait, pas 10 ans, pendant 8 ans. Entre 2010 et 2018, j'ai mené différentes enquêtes sur la thématique du sport, des violences, discrimination, tout ça. Et du coup, je connais assez bien le sujet et tout ce qu'on a pu mener avec des collègues, du coup, chercheurs à la fac ou indépendants, allait exactement dans le sens ce que raconte du coup Sarah. Et, euh, et ça n'intéressait à l'époque pas grand monde. Alors là, la grande chance qu'on a eue avec Sarah, c'est que du coup, son témoignage a fait vraiment du buzz, en fait, pour employer un terme assez familier, et a permis vraiment de mettre la question vraiment sur la table et de faire en sorte qu'on en parle. Mais du coup, vraiment, ce qu'elle raconte n'est pour moi vraiment pas du tout choquant. Enfin, choquant, c'est pas le bon terme, mais c'est vraiment le discours qu'on entend régulièrement dans les cabinets de psychologues et que l'on retrouve quasiment tout le temps dans toutes les enquêtes que l'on a fait au niveau départemental, régional et international. Donc c'était un fait qui est vraiment très important et qui permet de travailler du coup le positionnement du monde du sport face à ces questions-là qui est vraiment très important. Et l'autre événement donc, qui est venu du coup en complément, ben, c'est celui qu'on vit tous actuellement, qui fait que j'ai une coupe de cheveux qui m'oblige à porter une casquette, c'est qu'on est confiné. Et du coup, je trouve que le confinement actuel, alors il est très spécial parce que du coup, c'est un peu nouveau pour nous tous. On essaye de faire un peu comme on peut, de se bouger un peu les fesses, de sortir, de rester positif, optimiste, de méditer, mais c'est quand même bien compliqué. Et à côté de ça, ben moi je vois par rapport à mon travail de préparateur mental, tous les sportifs pros avec qui je travaille sont totalement à l'arrêt. Ils n'ont plus d'entraînement, plus de perspective d'entraînement, plus de perspective de championnat, de compétition. Et ils sont dans une sorte de doute, on va dire, et comme ça, d'évanescence très importante. Et ils se posent plein de questions sur leur avenir aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Qui va me payer? Qui est-ce qui va me financer? Parce que le monde du sport pro vit quand même beaucoup sur le sponsoring. Donc, via les sponsors et via les aides ou de l'État, ou du moins du secteur privé. Et il y a aussi beaucoup d'événementiels dans le monde du sport pro avec de gros matchs, de grosses sessions, des spectacles en fait, hein, avec beaucoup de public qui du coup sont tous annulés jusqu'à une date inconnue. Et il y a même des sports, j'ai vu qu'en tennis pro, les joueurs s'apprêtaient à passer une saison entière blanche. Donc ça change totalement la perspective du sport professionnel, le Covid, là, le confinement. Et ça permet aussi, à mon sens, de relativiser, de prendre du recul par rapport à tout ça, de se dire que ce n'est finalement que du sport, que ce n'est rien de grave par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui et par rapport à tout ce que les médias nous racontent sur le nombre de morts, les hospitalisations, enfin bref, la crise sanitaire globale et voire économique. Et donc du coup, ça permet de se décentrer un petit peu du sport et des matchs tous les week-ends, des compétitions, des championnats, des je ne sais quoi, qui sont tout le temps mis à la il y a des choses qui se passent qui sont aussi très importantes. Du coup, avec ces deux événements, on va appeler ça comme ça, je reviens un peu sur ce que je voulais vous dire, c'était que la préparation mentale pour moi, dans l'avenir, elle aura certes un rôle à jouer dans le sport de haut niveau et la recherche de performance. Certes, elle restera une technique et une sorte de philosophie où on entraîne le cerveau pour le faire progresser, le trouver plus équilibré et du coup optimiser des habiletés et des compétences particulières. Donc on travaille beaucoup la concentration, le stress, les émotions dans le sport, tout ça, et ça servira toujours à ça, hein, c'est notre cœur de métier, c'est ce qui nous fait vraiment, c'est fondamental. Euh,
Pour autant, je pense que la préparation mentale doit aussi faire un gros travail, il peut faire un gros travail éducatif et sur un axe de santé. Alors je m'explique, dans l'aspect éducatif, je mets tout ce qui n'est pas fait actuellement dans les clubs sportifs par les entraîneurs, les présidents de clubs, les éducateurs ou je ne sais qui en fait, qui était fait pendant un temps parce que quand même je pense que les entraîneurs avaient quand même un rôle à la base d'éducateurs qu'ils ont perdu au fil du temps pour être maintenant des entraîneurs techniciens en fait qui sont vraiment très pointus sur des aspects techniques, tactiques et athlétiques. Donc ils ont perdu un peu leur versant et leur fondement éducatif. Et je pense que nous, en tant que préparateur mental, de clubs, de tout petits clubs comme de clubs professionnels, on peut faire ce travail-là en fait. On peut faire un travail éducatif sur la recherche non pas de résultats, mais goût de l'effort, de travail, de dépassement de soi. On peut aider les parents aussi à se décentrer de tout ça et arrêter de croire que tous leurs gamins vont être des champions, les nouveaux Federer du tennis ou les nouveaux Ronaldo du foot. En fait, on peut leur apprendre à rester calme sur le bord des terrains, sur le bord des gymnases, à ne pas s'exciter dès qu'il y a un but de marqué ou à ne pas crier à moi l'arbitre ou je ne sais quoi. Donc il faut vraiment qu'on ait ce travail-là éducatif de remise un peu au travail en fait, hein, parce que je pense vraiment que le sport, on va dire, ces derniers temps a été un peu parasité par le fait d'avoir des stars dans chaque discipline, d'avoir des modèles comme on dit en sociologie, et les jeunes du coup s'identifient beaucoup à ces stars qui brillent, qui réussissent, et les parents évidemment rêvent de ça aussi pour leurs gamins, tant sur l'aspect pécunier que, que social. Alors que si on écoute bien ce que racontent les stars d'aujourd'hui, notamment en tennis, celle que je connais le mieux en tous les cas, ou même aussi un peu en golf, ils vous disent bien que ce qui les fait plus vibrer, alors c'est de gagner, hein, ce qui les fait vibrer, c'est d'être sincères dans ce qu'ils font, d'être dans une recherche de progression constante envers eux-mêmes et de dépassement de soi en fait, vraiment. C'est ce que vous disent très bien Djokovic, Nadal, Federer, la triptyque là, des joueurs en ce moment, ils ne vous expliquent que ça en fait. Bon, ils adorent gagner évidemment, c'est un peu, c'est un peu leur, quasiment leur objectif, leur travail en fait, de gagner ou du moins de jouer. Mais ils ont une perspective qui est peut-être plus profonde que ça, quasi mystico-philosophique, mais qui permet du coup de se décentrer de l'aspect performatif pur, du classement, parce qu'en tennis on ne parle toujours que de classement, et de voir plus loin et de prendre en fait le sport comme un outil de progression de soi en fait, et pas l'inverse. C'est-à-dire que le sport ne va pas être le moyen de briller ou de trouver une image sociale favorable, mais c'est grâce au sport que je vais me développer et que je vais en fait apprendre des choses sur moi et développer des compétences techniques certes, mais aussi très psychologiques. Donc il y a ce versant-là qui est éducatif que je pense on a négligé. Si demain, je ne sais pas, j'étais amené à travailler avec des clubs, je leur dirais tous de prendre dans leur structure, dans leur lot d'entraîneurs ou comment dirais-je, de team, on va dire, de club, un préparateur mental. Alors, peut-être pas à temps plein, évidemment, pour ça, il faut avoir beaucoup d'argent, mais quelqu'un qui fasse office de référent comme ça, psycho, quasi pédagogique et éducatif, en fait. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un travail pour les préparateurs mentaux à l'avenir. L'autre versant qui, à mon avis, est totalement négligé, c'est celui de la santé. Euh, les préparateurs mentaux peuvent avoir un discours et une force de persuasion, comment dirais-je, une écoute en fait de la part des joueurs et des staffs sur l'hygiène de vie déjà, sur le sommeil, sur la récupération et bien évidemment sur la gestion des blessures. Je suis toujours choqué pour le coup là dans le monde professionnel de voir à quel point c'est pas qu'on soigne mal, mais c'est qu'on ne prend pas en compte tous les paramètres de la blessure, notamment le paramètre psychologique. On va inventer des outils technologiques qui coûtent extrêmement cher. On va mettre des protocoles médicaux hyper sophistiqués et on laisse les joueurs se débrouiller avec ça et avec leurs émotions et leur mal-être. Alors que si on faisait un travail mental, tout le monde sait bien que ça marche. Ça a été prouvé par la science dans des centaines d'études dans à peu près tous les pays du monde, mais on n'arrive pas à mettre en place ces protocoles-là. Alors Olivier, mon associé, le met en place du coup au Stade Toulousain, ça marche très bien. D'autres collègues, je sais, le font aussi dans différents clubs et différentes structures, et ça marche vraiment très bien. Et donc là, c'est un axe pour nous
de progression aussi, de travail qui est fondamental, le suivi des sportifs blessés et la gestion du coup des sportifs dans ces phases de transition, de reprise de terrain, même de blessures lourdes ou même de transition de carrière. Voilà, c'est une phase vraiment importante. Et, euh, et le troisième axe du coup qu'on va avoir à travailler, évidemment l'aspect performance, mais lui c'est le plus connu en fait, et donc je vais pas trop m'attarder sur celui-ci en fait. Voilà. Donc je voulais juste vous dire que de ce que je perçois actuellement, je vous avoue que moi j'ai même eu une période de flottement total avec ce confinement-là. Je ne savais pas du tout ce qui allait arriver, et c'est tellement la fin du monde qui était prévue. On avait une ambiance en tous les cas de post-apocalypse ou de quelque chose vraiment de particulier. J'étais un peu dans le flou, et en fait je me rends compte qu'au fil du temps les choses se remettent un petit peu en place, et mine de rien ce genre d'événement nous secoue un peu aussi là, nous permet un peu de nous repositionner, et permet à mon avis au sport de changer, de se développer différemment. Je suis de ceux en fait qui pensent qu'on ne fait pas assez de sport en France. J'ai vécu à l'étranger, notamment en Allemagne. Là-bas, les gamins font du sport tous les jours, au lycée, au collège, au gymnasium, comme on dit. En fait, ils font du sport tout le temps. Chez nous, c'est pas le cas encore. On n'a pas une culture du sport véritablement en France. Et on a paradoxalement une adoration du sport de haut niveau et du sport professionnel. Alors je pense que il faut revenir un peu aux bases, et que être lucide, devenir un sportif pro, c'est triste, ça donne des compétences quand même assez extraordinaires. Très peu de joueurs et de jeunes ont le profil et le potentiel. Il faut pas les laisser croire qu'eux, ou leur mentir en fait. Il faut être clair avec eux et leur dire que bah, ils ont du potentiel, mais peut-être pas pour aller rêver d'être les nouveaux Federer. Par contre, ce que le sport peut leur apporter, c'est vraiment la découverte d'eux, le fait de se comprendre, et le fait de progresser en fait, tout simplement. Donc je suis vraiment un grand partisan du sport. Je ne suis pas un sportif intensif, mais le sport est un équilibre fondamental pour chacun de nous en fait. C'est le corps, c'est une machine qu'il faut entretenir, il faut y prêter attention, et il faut trouver peut-être pas le sport, mais les sports et le complément de disciplines qui permettent de vous équilibrer. Et donc on devrait faire plus de sport, mais peut-être moins de compétition, ou rêver en tous les cas de moins de compétition, et arrêter un peu d'aduler ces grandes stars que j'adore en l'occurrence. J'en ai croisé pas mal. Bon, alors, en même temps, je dis j'adore, mais c'est pas tout à fait le cas parce que j'ai croisé beaucoup de grandes stars qui sont très connues et pas forcément des êtres humains géniaux et à qui on aimerait passer tous nos week-ends, hein, loin de là. Mais bon, ils font des choses qui sont exceptionnelles en tous les cas. Voilà, donc du coup, je voulais juste vous dire que on est dans une phase particulière, que la préparation mentale est dans une phase aussi particulière, à la fois en plein boom et en même temps qui demande un peu à être retravaillée et de se repositionner sur des valeurs, je pense, et une éthique peut-être plus aussi éducative, de santé et quasi pédagogique, et se décentrer un peu de la perf à tout prix qui fatigue tout le monde, qui stresse tout le monde, qui vous dit pas grand-chose souvent. Voilà. Ça fait déjà que écoutez, vous êtes on va du coup échanger un peu si vous voulez bien. Je vais écouter vos questions. Je sais que vous êtes beaucoup du coup là sur le live là, à être dans le sport du coup de haut niveau, ou avoir été dans le sport de très haut niveau. Il y a aussi de préparation. Du coup, je vous écoute. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre avec grand plaisir. Alors, une question de Alex. Est-ce que ce n'est pas les brider que de leur dire qu'ils ne pourront pas aller très haut? Non, non, c'est une très bonne. En fait, il y a toujours une part de rêve dans un projet comme ça, de devenir pro. Il y a une part d'irréel un peu, ou d'irrationnel. Pour autant, il faut être cash avec les gamins. En fait, je vais prendre des cas très particuliers. Je reviens au tennis. Au tennis, vous savez, la fédération elle a des statistiques très très précises sur le taux de réussite des joueurs à passer pro. Il n'est pas très élevé. Et il vaut mieux que les gamins, très vite, on leur mette plutôt en avant le goût de l'effort et le goût du travail, plutôt que la perspective de gagner des millions à Roland-Garros ou tout ça. Parce que c'est finalement du rêve, et s'ils rêvent trop longtemps, plus dur sera la chute en fait. Donc il vaut mieux être dans une démarche vraiment de les faire progresser, de les faire avancer.
euh, et de les faire tout simplement, on va dire, enfin, de revenir au plaisir en fait, du jeu tout simplement. Donc aucunement, je pense que c'est les brider que de leur dire qu'ils ne seront pas forcément prêts pour le haut niveau. Au contraire, c'est plutôt un gain de temps pour eux et c'est le moyen d'aller plus vite et de progresser sur d'autres éléments. Est-ce que vous avez d'autres questions? Delphine qui dit si le message peut passer dans la fédération, ça serait bien. Je suis d'accord, mais je pense que c'est en train de changer avec le coronavirus. Là, les fédérations sont en train de changer leur politique, à mon avis, et ils vont. Après, c'est une question qu'on pourrait poser pour le coup là avec ceux qui sont même des gens de clubs, de structures. De toute façon, je pense que la concurrence mondiale est tellement grande, notamment sur les sports amateurs, qu'on ne pourra plus faire comme avant, avoir des crêpes avec 35 disciplines et espérer des médailles dans chacune des disciplines. C'est impossible. Il y a des pays qui se centrent sur 3, 4, 5 disciplines et qui du coup ont des médailles au JO, tous les sports qu'ils ont privilégiés, où ils ont mis un peu l'argent, un peu leurs moyens, un peu aussi comment dirais-je, des techniciens précis, etc. Et du coup, ça paye plus. Et concrètement, ouais, je pense que les fédérations se rendent compte de ça et elles vont peut-être changer aussi un peu leur politique et privilégier un peu les petits clubs, les petites structures et qui, pour le coup, ont une vraie démarche pédagogique et éducative et, à mon avis, aussi un vrai rôle social à jouer, plutôt que de mettre en avant toujours les INSEPiens ou les très grands sportifs ou je ne sais quoi, parce que voilà, c'est en train de changer du fait de la concurrence internationale, du fait du niveau qui augmente tout le temps. Pas dans tous les sports, mais quand même ça augmente généralement assez bien dans pas mal de disciplines. Et, mais aussi du fait de ce qu'on voit là, en fait, hein, le coronavirus, vous avez vu, les sportifs pro sont tous à l'arrêt, du coup ça change quand même la perspective. Hein. La neuromotricité, qu'en penses-tu? Plein de choses. Je pense que c'est une thématique qui est d'avenir aussi. Moi, je suis très ancré et j'ai une démarche qui est très en lien entre le cerveau et le corps. Euh, Ce qui est l'inverse des approches cartésiennes, on va dire occidentales, où souvent on coupait en deux et puis on avait le corps pour les médecins, la tête pour les psychologues. Maintenant, on revient un peu à une approche un peu plus intégrative, un peu plus globale de ça et de l'humain en général. Et je pense qu'il y a beaucoup de disciplines qui ont à prendre justement sur l'aspect neuro et équilibre neuropsychologique. Toutes les approches qui vont permettre d'équilibrer le corps, pardon, de faire un visuel, attentionnel, sont des éléments qui sont très intéressants et il faudrait, je pense, en même temps ça fait déjà un petit peu quand même, il faudrait que chaque discipline, si elle veut être complète, elle permette de faire un entraînement et une préparation physique qui soit aussi complète en fait. Donc qui travaille tous ces aspects-là d'équilibre du corps, de coordination bien évidemment, de flexibilité, de yoga, tout ça, et donc qui permettent d'avoir un corps qui est beaucoup plus équilibré au sens général du terme en fait. Donc en effet, la neuromotricité pour moi c'est une discipline d'avenir et qui a beaucoup de sens. Penses-tu que les clubs pardon, soient prêts à ouvrir à des préparateurs mentaux éducatifs? Non. Pas tout de suite. Désolé Laetitia, à la tâche de répondre aussi, de façon aussi tranchée. Non, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour ça. Alors en tennis, je pense qu'ils ont l'argent maintenant parce qu'ils sont vraiment dans une démarche d'indépendance financière. Pas mal de clubs, notamment chez nous, là, ont toujours des restaurants, des complexes à côté, leur matériel aussi qu'ils vendent, etc. Donc ça devient intéressant par rapport à ça. Si on prend maintenant l'image, par exemple, de ce qui se fait dans les campus ou dans les académies américaines, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des immenses campus, des immenses salles de sport, en fait, sur un sport ou sur des multisports, qui proposent, qui évidemment sont financièrement indépendants. Donc ça coûte cher en termes de licence et en termes d'inscription au club.
mais ça garantit une indépendance financière pour les clubs et du coup une liberté aussi d'action et d'autonomie. Et ils prennent en compte très au sérieux du coup le rôle éducatif du sport et ils ont à peu près tous dans leur structure un psy ou un préparateur mental qui permettent justement de faire du lien entre les parents, les entraîneurs, les dirigeants, de mettre une bonne ambiance dans un travail éducatif, de goût de l'effort, tout ça, de travailler ces notions-là. Donc c'est le cas un peu aux US et au Canada, ça va être le cas je pense en France à l'avenir. Dans les petits clubs c'est plus compliqué pour l'argent, je redis, même si à mon avis, si vous proposez un projet sur finalement pas beaucoup de temps, hein, sur 5 heures par mois ou peut-être moins des fois. Ça ne coûte pas forcément très cher au club. Et si vous le vendez bien, je pense qu'ils ont tout à y gagner. Mais ça demande voilà, d'y aller, de savoir un peu se vendre aussi et de proposer quelque chose de très concret qui pour eux sera intéressant sur du moyen et du long terme. Stéphanie Cassouré qui a 16 ans, qui dit qu'il veut savoir comment on gère le stress en match. Alors, je n'aurai pas une heure pour te répondre, malheureusement. Bon, on y arrive très bien en préparation mentale, hein. C'est un peu notre axe de travail privilégié. La plupart des sportifs que l'on voit en préparation mentale, ils veulent être moins stressés en fait. Ils veulent jouer en match comme ils jouent à l'entraînement, avec une sorte de simplicité, de naturel. Donc on y arrive très bien. C'est un travail par contre de fond. Il faut prévoir de travailler avec un préparateur mental sur 6 à 1 an en tout. Et on va travailler sur ta concentration, des éléments comme le lâcher prise, l'ego, tout ça. On va te faire méditer aussi beaucoup. Et en mettant tout ça en place avec le temps, ton cerveau va apprendre à être moins stressé. Tu vas aussi retravailler un peu ton positionnement et tes motivations envers l'importance sûrement trop grande que tu accordes à la défaite et à la victoire. Et du coup, tu vas arriver en match en étant un peu moins stressé. Mais ça marche très bien. C'est un travail de moyenne haleine, on va dire, et de longue haleine, et qui est une suite d'exercices et une suite de techniques que l'on met en place et qui permettent de faire que ton stress diminue tranquillement avec le temps. Alexandre Vanlin, est-ce que la crise économique ne va pas réduire considérablement les budgets de PM dans le sport? Il faut déjà réussir à en payer les entraîneurs. Qu'en penses-tu? Oui, oui, je suis d'accord. Bon, je me suis quand même un peu renseigné avant de faire la session là et j'ai interrogé des gars avec qui je travaille du monde pro et entraîneurs et joueurs. Je suis quand même très inquiet hein, par la perspective économique de tout ça. Parce que vraiment, je vous redis, le monde pro vit quand même beaucoup du sponsoring et donc des entreprises. Si les entreprises n'ont plus d'argent, évidemment, elles ne vont pas le donner aux sportifs professionnels. Donc c'est pas facile. Pour autant, je pense que c'est quand même le moyen et le temps pour nous, en tant que préparateurs mentaux, de faire un peu notre chemin, de se faire un peu de l'espace et de montrer ce que l'on peut apporter, sachant qu'on ne coûte pas grand-chose quand même en termes financiers et que l'on peut rapporter beaucoup d'argent directement et indirectement. Donc, en effet, il y a la crise économique, les budgets vont être un peu réduits. À mon avis, le bon point, c'est que les budgets aussi pour les joueurs, on va moins se payer, enfin du moins on fera attention au salaire des joueurs qui est devenu des fois exorbitant et ridicule. Ça va jusqu'à des fois 80% du budget total d'un club, ce qui est absolument grotesque et dangereux. Donc on va réduire un peu, je pense, leur budget, enfin leur salaire, et du coup ça laissera aussi un peu plus de marge à travailler d'autres aspects comme l'aspect préparation mentale ou même des aspects peut-être plus gadgets, l'achat de matériel particulier, de mise en place de sessions différentes, etc. Donc c'est à la fois compliqué, en même temps je pense que c'est aussi une ouverture en fait. Alors, il y a Aurélie Ledon qui est là, Aurélie que vous ne connaissez peut-être pas, qui est une ancienne chercheure à l'INSEP, pardon, et qui maintenant est chercheur au Qatar. Quel est ton rapport aux entraîneurs quand tu prends des sportifs de haut niveau en charge, surtout des sportifs blessés? Comment vas-tu traiter le report des JO qui affecte les sportifs? Alors, il y a trois questions là, Aurélie. Sur le report des JO, moi, pour être très concret avec toi, avec vous, je ne prends presque plus de sportifs qui vont au JO pour plusieurs raisons. Un, ils n'ont pas d'argent, c'est très compliqué. Et deux, ceux qui sont potentiellement médaillables sont pris en charge par l'INSEP, les fédérations, les ligues, les machins. Et c'est assez compliqué de bosser avec eux. Alors c'est possible, mais c'est assez compliqué.
faut vraiment être très malléable et s'adapter un peu à toutes les demandes et à tous les niveaux. C'est pas très très simple. Alors que quand tu suis un sportif pro indépendant comme un golfeur ou un sportif pro qui est affilié à un club, tu as une marge de liberté qui est quasi illimitée. Donc moi j'ai beaucoup plus de plaisir à bosser avec les sportifs pros, les vrais pros entre guillemets, que les sportifs qui vont au JO parce que même s'ils sont super sympas et que c'est des mecs géniaux, tout le contexte qui est autour est difficile à gérer. Euh, Quand je bosse avec des sportifs pros, du coup, des sportifs pro indépendants, bah, je suis toujours en lien avec le staff dans la mesure du possible. Les tennisman, les golfeurs, les sports méca, c'est très facile parce que les coachs ne demandent qu'à te voir et à travailler avec toi dans 90% des cas. Dans les sports collectifs, c'est plus compliqué parce que les managers ont déjà tellement de problèmes à gérer au quotidien qu'ils veulent pas trop savoir comment tu bosses finalement, tu les laisses un peu tranquilles, ils sont contents, et puis tant que le joueur tourne bien, hein, ils sont contents. Donc dans les sports pro, les sports collectifs, c'est un peu différent. Mais quand même, je fais en sorte que les managers soient au courant que je bosse avec tel joueur, ça évite toute mésentente ou tout imbroglio. Comme ça, voilà, on sait ce qu'on fait à peu près. Je leur dis de façon indirecte comment je travaille et puis on s'entend plutôt bien. Euh, J'ai une question de David Dalmado qui dit que bénévolement, il y a des chances, c'est sûr. Après, je ne suis pas un fan du bénévolat. Autant quand on est en stage, c'est une bonne base. Quand on est étudiant, c'est une très bonne base. Après, il faut apprendre au club à payer en fait, hein. Il faut apprendre au président de club, aux dirigeants à vous payer pour vraiment vous faire respecter aussi. C'est important parce que sinon, ils vont vous prendre toujours pour des petits stagiaires et pas vous rémunérer. Donc, vous serez plus crédible en demandant de l'argent, quitte à être payé cher. Euh, Alex Bro me demande quels sont les pays les plus performants en termes de préparation mentale. Alors ça dépend de comment tu te places en termes de préparation mentale. Si par exemple c'est sur tout ce qui est gestion de la blessure des sportifs blessés, je pense que les pays les plus avancés, c'est les pays d'Europe du Nord. Suède, Norvège, qui font un gros travail sur ça au niveau des jeunes, notamment en centre de formation foot, sport co en général, et aussi sport individuel. Ils sont très au point sur tout ça. Si tu lis un peu les revues scientifiques médicales, tu verras qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites là-bas. Donc eux, ils sont très en avance sur ça. Maintenant, si tu es dans une démarche peut-être plus performance, c'est sûrement, encore une fois, aux USA, au Canada, que les choses sont le plus avancées. Euh, bon, aux US, évidemment, sur les sports majeurs, baseball, basket, tout ça, ils sont vraiment très au point. Il y a des managers qui expliquent très bien ce qu'ils font psychologiquement. Ils expliquent bien aussi à qui ils font appel. Sur le circuit GPA, le circuit de golf, pareil, il y a des grosses stars de la préparation mentale qui évoluent. Donc là-bas, ils sont un peu en avance sur nous par rapport à ça. Et au niveau européen, la France est un peu à la traîne. Bon, il y a toujours pire que nous. Il y a toujours les pays du Sud qui sont plus à la traîne que nous, comme sur beaucoup de domaines. Mais bon, ça bouge, ça bouge à l'INSEP. Il y a pas mal de choses qui se créent. Dans le monde du sport pro en France, c'est toujours un peu compliqué. Dans le foot, quand moi j'ai démarré il y a 10 ans, c'était secret, c'était un tabou total. Personne ne disait qu'ils faisaient un travail mental. Là, maintenant, ça commence un peu à bouger. Il y a même des clubs pro qui expliquent qu'ils font appel à des psys du sport ou des préparateurs mentaux. Donc là, je dirais que la tolérance et l'acceptation des psys et des préparateurs mentaux va grandissant. Jérôme Supatram qui me demande pourquoi est-ce que je pense que la vision du sport va changer. Parce que, alors, ça dépend de quel sport on parle, encore une fois. Là, je parlais beaucoup du sport professionnel. Je pense qu'elle va changer, qu'elle change radicalement. Je vais te donner un peu des off. C'est parce que le pro avec qui je travaille, ça fait 2 mois qu'ils, entre guillemets, n'en foutent pas une, ou que du moins ils sont pour rester en forme parce qu'ils ont suivi un peu le planning que leur a filé leur préparateur physique ou leur club. Mais
ils ont un entrain phénoménal et finalement ils sont assez contents en fait de pas trop prendre de coups, de se reposer un peu, d'être en famille et d'avoir un rythme de vie qui est beaucoup plus calme. Donc même eux en fait, tu vois, se détachent un peu du sport, de, de tout ce que ça a comme contrainte, comme exigence et comme difficulté, déjà. Donc pour eux, c'est un bon moyen aussi de souffler un peu et de voir autre chose, parce que souvent les joueurs pro, on ne se rend pas compte, hein, mais quand tu es pro à 28 ans, ça fait déjà 20 ans que tu joues à ton sport, que tu y joues beaucoup, que tu vis toujours avec tes copains autour de toi, que tu as une vie très particulière, que tu es coupé souvent de ta famille, de tes parents, de ton entourage proche, que tu n'as pas 10 000 copains en dehors de ton sport, voire même pas du tout. Et du coup, là, pour eux, c'est une sorte de respiration. Donc, déjà, leur vision à eux de leur sport, elle change. Et pour la population aussi, entre guillemets, du sport, je pense que c'est un changement aussi parce que finalement, bon, on n'a plus les matchs tous les week-ends sur Canal Plus en boucle avec tous les championnats européens et finalement, bon, on s'en passe plutôt bien et on revient à des choses peut-être plus simples, pas toujours facile, hein, mais c'est voilà. Donc je pense que la vision du monde du sport pro est en train de changer des deux côtés. Euh, et après sur le sport en général, bah, je pense que tout le monde a envie d'aller courir vraiment, de faire un tennis, enfin on ne peut plus, et de faire un peu de sport pour se défouler en fait. Donc c'est plutôt le sport pro change et je pense que les gens auront besoin aussi de retrouver une forme d'activité physique, c'est peut-être plus le bon terme que le sport. Et ça, c'est un peu grâce au confinement. Il y a des fédérations novatrices ou réellement par la PM. Alors, il y a des sports qui sont vraiment en avance. C'est des sports entre guillemets d'intello et riches souvent aussi. C'est le golf principalement, où la fédération fait beaucoup de choses. Je crois que la plupart des joueurs sur circuit pro ont dans leur team un préparateur mental. Mais ils ont tout ça. Ils bossent très très tôt tout ça. J'ai eu pas mal de joueurs français qui sont partis aux US du coup étudier. Et ils ont eu aussi de soutien et en tout cas d'entraîneurs formés en préparation mentale. Vraiment en golf ils sont en avance. Parce que c'est un sport aussi hyper cérébral en fait, hein, le golf. Donc forcément, c'est des mecs qui cogitent beaucoup, qui ont beaucoup de questionnements, qui réfléchissent beaucoup leur sport, donc ils sont en demande de ça. Le tennis international, j'entends, est très en avance sur ça aussi. Sans être trop critique envers la FFT, je pense qu'ils étaient vraiment à la rue sur l'aspect préparation mentale. Ils avaient pourtant un suivi psychologique, hein, mais qui était très axé sur l'aspect clinique et sur l'aspect, on va dire, un peu ancien de la psychologie et de la préparation mentale. Euh, Quand vous lisez ce que font les meilleurs mondiaux filles-garçons, vous voyez qu'ils font tous un travail de préparation mentale depuis 10-15 ans, et les Français un peu moins, voire pas du tout. Donc c'est typiquement un sport, le tennis, où je pense qu'à l'avenir, on ne pourra pas être dans les 5-10 meilleurs mondiaux sans faire un travail. C'est quasi impossible. Je suis pas tennis, enfin, je suis pas en train de tennis, mais plein que je vois avec qui je travaille, ils ont atteint un tel niveau athlétique, technique et tactique que ce qui reste vraiment, c'est l'aspect mental. Et s'ils ne le bossent pas, à part juste à l'entraînement, en faisant des gammes, des gammes, bah, ils n'y arriveront pas, vraiment. Il y a qu'à voir la transformation aussi de joueurs comme Djoko ou comme qui ont changé radicalement de comportement, donc c'est très visible en match, mais aussi de mentalité et de façon de se placer avant et après les matchs pour voir que le mental, en fait, ça fait quand même beaucoup de choses et ça fait à la fin la différence. Hop, je vois un petit coup, je lis vos questions en même temps. Ouais, Sébastien, Claire, du coup, Seb, je te rejoins absolument. L'économie du sport va être, je pense, vraiment chamboulée. Encore une fois, je ne suis pas économiste non plus, mais vraiment de ce que j'entends, de ce que je vois auprès de mes joueurs, les clubs, tout ça, c'est vraiment un chamboulement total. Euh, c'est déjà un peu le cas avant là, avec du coup le financement des CTS, tout ça, le fait que l'État commençait un peu à se désengager du sport de haut niveau et qu'on laissait plus de place aux ligues.
et on voulait moins centraliser le sport de haut niveau et laisser un peu plus de marge du coup au club et aux individualités. Je ne sais pas si ça va du coup rebasculer vers un sport beaucoup plus étatique et beaucoup plus financé par les politiques publiques. Mais en tous les cas, ça va être compliqué d'un point de vue économique, hein, parce que vraiment, il y a des sports qui ne vivent que du mécénat ou que du sponsoring, et ça va être compliqué quand même, vraiment. Il y a beaucoup de questions. J'ai pas vu, excusez-moi, j'ai pas vu que le fil s'était arrêté sur mon écran. Est-ce que je travaille avec Monsieur Urios? Non. Je travaille avec des joueurs, mais pas avec Christophe Urios. De ce que j'en sais, Christophe Urios, donc le manager de l'UBB, est en effet très calé d'un point de vue psycho-préparation mentale. Il a fait des formations en préparation mentale, il fait beaucoup de PNL. Il en fait beaucoup avec ses joueurs. Il fait aussi un petit peu de sophro, je pense, et il a appris surtout, à mon avis, de ce que j'ai lu dans ses bouquins et de ce que j'ai entendu dans différents témoignages. Il est surtout vraiment expert en management et il a fait, je crois, des formations en management qui viennent plus du monde de l'entreprise que du sport. Et du coup, il est très calé d'un point de vue voilà, psycho, gestion de groupe, psychologie individuelle, dans la communication, dans la PNL, tout ça en fait. Et quand je bosse avec des sportifs pros et donc leurs entraîneurs, j'essaye de faire un peu le lien entre les deux. C'est pas toujours simple parce qu'il y a des chapelles mentales, hein. Il y a des préférences, tout ça. Il y a des coachs qui préfèrent telle ou telle approche, telle ou telle ou sous-discipline. Mais j'essaie de faire en sorte d'être le plus conciliant possible et de ne surtout jamais aller au clash avec un entraîneur. Jamais, ça pour moi c'est une faute professionnelle. Mais d'essayer au mieux de correspondre à ce qu'il veut que l'on fasse avec un joueur et de faire que le joueur aussi s'y retrouve individuellement et puisse progresser euh, avec ses propres objectifs et pas forcément ceux du coach. Alors, des fois, c'est un peu technique, mais on y arrive, on essaye en tous les cas. Il y a une question, je ne sais pas du coup comment la prendre. Ah, une question cool, de Marie-Lou. J'ai beaucoup insisté sur le rôle éducatif des préparateurs mentaux dans l'avenir. Quelle différence je fais entre préparation mentale et éducation chez les jeunes pratiquants? C'est une excellente question. En fait, je crois que j'en ai quasiment aucune. Parce que en préparation mentale, alors je ne sais pas pour mes collègues qui sont sur le fil là, mais moi quand j'étais au cabinet, j'avais, je pense, dans ma clientèle de sportifs, j'avais, je pense, 60-70% de jeunes pratiquants, adolescents, qui étaient soit au CREPS en sport-études, soit en centre de formation, soit juste des bons joueurs qui voulaient être de meilleurs joueurs en fait. Voilà. Et pour ces jeunes-là, donc je faisais de la préparation mentale, mais ce que je faisais à mon sens, ce n'était quasiment qu'un travail éducatif, qu'auraient presque dû faire des entraîneurs sur le terrain, mais qu'ils ne faisaient pas faute de connaissances, de compétences aussi de ces questions-là, et aussi de temps, je pense, matériel. Donc mon travail avec ces gamins-là était juste de les ramener vraiment à bien placer leur motivation, arrêter de ne penser qu'au classement, à la victoire, à la défaite, je suis nul, etc. C'est une catastrophe. J'essayais aussi de virer un peu les parents du projet sportif, gentiment mais assez directement, parce que les parents souvent sont pleins de bonnes intentions, mais c'est des machines à émotions et sans se rendre compte, ils donnent un stress aux gamins et puis ils ne parlent en fait que de résultats, vraiment. Et même s'ils font tout un pataquès sur le fait que le sport c'est pour apprendre sur soi et que c'est je sais pas quoi, à la fin ils hurlent dès que les gamins ont gagné, et ils hurlent également dès que les gamins ont fait une faute ou que l'arbitre a mal vu, je ne sais pas quoi. Donc je faisais beaucoup ça et concrètement j'essayais en fait le plus possible de ramener les gamins dans le travail. Parce qu'un des gros problèmes que l'on a dans le sport, c'est que les jeunes se comparent tout le temps sur je suis doué ou je suis moins doué que lui ou plus doué.
Et en fait, ils résument quasiment tout leur niveau et leur potentiel au talent, au don. Et ils négligent totalement le travail. Alors, à mon sens, ça veut dire que le sport ne fonctionne plus en fait. Si on arrive à ça, c'est que le sport, il est perverti, vraiment. C'est que la compétition a pris le dessus sur l'aspect éducatif totalement, que les entraîneurs, sans qu'ils s'en rendent compte, ou des fois de façon très volontaire, mettent l'accent prioritairement sur la compétition, sur la gagne, et ont oublié l'aspect éducatif. Donc moi, je faisais en fait que ce travail-là, c'est-à-dire souvent de remettre en avant le goût de l'effort, le travail, la progression, se dépasser, se dépasser, se dépasser, se faire un peu mal tout le temps, etc. Voilà. Et dès qu'on met ça en place, tout de suite, les gamins sont déjà beaucoup plus heureux, mine de rien. Ils retrouvent le plaisir à jouer, à s'entraîner et à faire des efforts. Et ils comprennent surtout la logique en fait qu'il y a derrière. Ils comprennent que peut-être qu'ils n'ont pas un talent extraordinaire, mais que sans travail, ils n'arriveront à rien. Donc, il faut travailler. Et avec ça, ils avancent et ils stressent beaucoup moins, c'est les choses de cours normal en fait. Mais vraiment, je trouve que les préparateurs mentaux de jeunes, on devrait être quasiment que des éducateurs en fait, hein, vraiment. Enfin, moi après j'ai un discours qui est assez là-dessus radical, je sais, mais quand j'avais un gamin qui a 15 ans qui est en championnat de France, je m'en fous en fait. Parce qu'à 15 ans, championnat de France, c'est cool, mais c'est rien en fait. Le taux de réussite pour lui d'aller au JO est toujours très infime et qui passe pro est au moins aussi infime. Donc en fait, c'est cool. C'est intéressant pour lui en termes d'expérience. Il voyage, il voit des choses différentes. Il a des expériences que peu de ses camarades de classe ont. Mais ça reste une expérience. C'est pas en soi une finalité et ça reste des championnats de France de je ne sais quel sport. C'est pas grand-chose. Donc moi, j'étais vraiment très détaché par rapport à la performance et la compète chez les jeunes. Bah, chez les pros, moins, parce qu'il y a quand même... C'est leur boulot, quoi. Donc il faut performer, et nous, on est là aussi en partie pour ça. Donc là, je prends un peu plus au sérieux l'aspect performatif, mais chez les jeunes, moi, je me considère comme, pour le coup, beaucoup plus un mental éducateur qu'un préparateur mental qui va optimiser toutes les compétences et faire des champions. C'est pas du tout mon rôle. Euh, Une question d'Alex Bro qui me dit à très haut niveau, ils sont encore plus exposés aux éléments parasites extérieurs en jeu, etc. William, c'est ce que souvent le public néglige, mais pour être dedans, en fait, pour avoir suivi, avoir encore des joueurs pros aujourd'hui en suivi, franchement, l'impact des médias, des porteurs, des fans, énorme. Il est énorme et il est des fois invivable, vraiment. C'est pour ça qu'être sportif pro, ça fait rêver un peu tout le monde. Ils gagnent souvent bien leur vie, des fois extrêmement bien leur vie. Ils ont en effet beaucoup de fans sur Twitter, beaucoup de gens, et c'est un peu des modèles, des référents dans la société. Mais franchement, au quotidien, c'est des fois l'enfer, hein, vraiment. C'est déjà l'enfer d'un point de vue physique, parce qu'ils sont cabossés, ils ont mal partout et qu'ils ne sont pas très en forme à 40-50 ans. Et psychologiquement, c'est l'horreur, vraiment, parce que quand vous perdez un match ou vous rentrez à le monde vous harcèle sur Facebook, sur Twitter, vous avez des messages d'insultes, vous passez de la star à la risée du club en 2 jours, ça fait tac, tac, comme ça passe de l'un à l'autre, ça va très très vite. Si vous avez un coach qui est un peu con, il vous met sur le banc pendant 5 matchs sans explication, vous ne comprenez rien du titulaire imbougeable à remplaçant et vous n'êtes plus rien du coup au niveau du team, au niveau des supporters, enfin ça va très très vite, c'est très très violent, c'est c'est très stressant parce que jouer devant, par exemple, au rugby à l'UBB, moi j'ai connu le club, ils étaient encore ils étaient dans leur tout premier club, enfin stade d'origine à Aigle, qui je crois fait 10 000 places assises, il me semble. Et après ils sont montés à Chabandelmas qui fait 33 000 places. S'il y a des fans de Bordeaux, je veux bien avoir des stats sur les places, le nombre de places des stades. Et après ils sont partis pour un grand stade de foot. Et bien, à chaque fois qu'il passait on va dire un cap, un nouveau stade, donc avec chaque fois plus de supporters, à chaque fois leur niveau de stress augmentait. Tout le temps. Parce qu'il y a plus d'enjeux de pression, il y a plus de regard sur vous en fait, il y a plus de pression au niveau médiatique, au niveau aussi économique, parce que
Du coup, c'est pas qu'un match finalement à ce niveau-là, c'est aussi toute une économie de région qui est derrière vous, des entreprises, des gens qui supportent tout ça, et c'est l'enfer. Donc il faut vraiment être blindé pour être sportif pro, et il faut surtout savoir choisir les bonnes personnes, être accompagné, parce que seul, c'est intenable, vraiment. Les sportifs pros qui pensent qu'ils vont y arriver seuls et qui vont surtout rester seuls pendant 10 ans pro, je pense que c'est devenu impossible, vraiment. Donc, un effort extérieur est vraiment énorme dans le monde pro. Et si on revient aux jeunes, normalement, il y a pas de pression à avoir, en fait. Euh, Autre question. Non, oui. Michel qui constate que les meilleurs sont souvent les premiers aux entraînements et les derniers à partir. Je constate exactement la même chose. Et alors, je vais vous dire aussi une petite comme ça, observation empirique de terrain. J'ai travaillé pour pas mal quand même de centres de formation. J'ai bossé avec pas mal d'entraîneurs de centres de formation. Ils m'ont à peu près tous dit la même chose que j'avais perçue, c'est que les meilleurs joueurs jeunes sont très rarement ceux qui passent pro et qui deviennent les meilleurs adultes. Vraiment. Parce que justement, ces meilleurs jeunes-là jouent beaucoup sur leur talent, qui est indéniable. Mais à un moment donné, le talent n'est pas suffisant et c'est le travail qui va prendre le dessus. Et s'ils n'ont pas appris à travailler, ils sont cuits, vraiment. Et chez les pros, c'est ce qui se passe en fait, hein. Chez les pros à l'entraînement, vous le voyez, hein, vous allez observer un match, enfin l'entraînement de sportifs pro, vous voyez tout de suite les plus sérieux et ceux qui auront une carrière, on va dire, longue et vraiment avec constance. Ils sont là un peu avant tout le monde, ils repartent après tout le monde. Ils sont très minutieux, très appliqués, très concentrés. Ils ont une rigueur personnelle qui est très en place. Ils sont aussi à l'écoute des conseils et des consignes des entraîneurs, du staff. Et ils sont vraiment dans une sorte d'entre guillemets, vrai professionnalisme. Et, euh, et ça se voit en fait. Et d'ailleurs, souvent, les starlets, notamment du foot, là, qui sont très bling-bling, en fait, quand vous les voyez à l'entraînement, vous voyez autre chose, hein. Vous voyez des vrais joueurs avec une vraie conscience professionnelle, avec un vrai travail et une vraie rigueur dans l'entraînement que n'ont pas d'autres joueurs, des fois plus timorés ou plus introvertis. Alex Bro qui me dit les parents sont pourtant une partie très importante de l'évolution sportive d'un jeune, pourquoi donc ne pas les inclure dans ce projet sportif? Alors je n'ai pas exactement dit ça, je vais reprendre j'ai dit ça et préciser un peu. Il y a des sports où les parents sont quasi indispensables pour les jeunes, du moins pour la réussite des jeunes qui veulent aller loin en termes de niveau de compétition. Parce qu'il faut que les parents soient là déjà financièrement. Il y a des sports où ça coûte très cher de pratiquer intensément son sport et de faire beaucoup de compétitions. Il faut que les parents soient aussi présents d'un point de vue affectif et d'un point de vue, je dirais, de qualité, ce qui n'est pas forcément en lien avec le sport, mais ça supporte le gamin dans sa projection. Par contre, là où c'est handicapant, c'est quand le parent, père ou mère, alors c'est souvent des papas, désolé pour s'il y en a dans la salle là, enfin dans le fil, c'est plus souvent des pères qui prennent très à cœur la réussite de leurs enfants, je dis bien la réussite de leurs enfants sur le plan sportif et qui du coup s'y investissent trop, voilà, qui débordent d'émotions, qui transpirent de stress, qui transpirent d'envie qu'ils performent, qui débordent en fait et qui débordent de leur rôle de parents, qui viennent prendre un petit peu de place des entraîneurs, qui viennent donner des conseils technico-tactiques alors que c'est pas leur rôle. Et ça, du coup, ça peut être vite négatif. Et en même temps, il y a des fois où ça marche. En tennis, il y a des cas très célèbres. Bartoli, en ce moment, son prénom, Garcia, je crois, c'est ça. Où ça a marché en fait et ça peut marcher. Donc il y a des cas où il ne faut pas être comme ça, on va dire, totalement rédhibitoire, mais globalement, je conseille plutôt aux parents de prendre de la distance
c'est plus safe, c'est plus sécurisant pour leurs gamins et c'est beaucoup plus aussi neutre pour eux et tout le monde à la fin s'en sort mieux. Mais il y a des cas où les parents ont vraiment une expertise, ou vont vraiment être dans le projet et ça va marcher en fait. Donc voilà, c'est à mon avis des exceptions quand même. C'est souvent pour des sports quand même très particuliers, sports individuels. En sport co, c'est quasi impossible, hein. Si le parent vient dire à un gamin à l'entraînement comment jouer, le coach, il pète un câble. Il a raison. Donc voilà, il faut trouver la bonne place dans son positionnement de parent. Et en même temps, dès qu'on va vers le haut niveau, comme c'est exceptionnel ou comme c'est entre guillemets anormal, eh bien, il y aura des comportements aussi un peu anormaux, il y aura des ajustements qui seront assez comme ça, assez anormaux. Alors, une question de Kevin Follin sur le même thème. Les parents, alors qu'ils veulent bien faire, font beaucoup plus souvent du mal à leur enfant. Ne penses-tu pas qu'il faudrait initier les parents à la PM, voire les inclure à certains moments? Alors, c'est une très bonne question aussi. Je vais te répondre, j'espère, de façon un peu plus précise. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre deux sports, la gym et le judo. C'est deux sports où les parents sont très présents, prennent très à cœur les combats, sont très derrière les enfants. Pour le coup, en gym, c'est souvent les mamans qui sont très derrière les gymnastes. Et souvent, ça débordait. C'était compliqué du coup pour les coachs à gérer. C'était compliqué pour les gamins qui du coup stressaient dès que les parents étaient là et que faisaient n'importe quoi. Donc, il y a des clubs et il y a des coachs sous les consignes plus ou moins directes des ligues et des fédérations qui proposent de virer les parents des gymnases. On leur dit l'entraînement c'est pour les gamins et du coup vous n'avez rien à faire là et vous sortez. Alors je pense que c'est en fait une très bonne solution qui est un peu radicale. Et entre les deux, ce qu'on peut faire, c'est qu'un travail de préparateur mental se met en place. Il vient expliquer en début des saisons pourquoi on fait ça, quel comportement adopter, les conséquences des comportements sur les enfants, etc. Il met un petit peu de cadre de pédagogie et là-dedans d'éducatif. Ça temporise tout le monde. Les parents sont moins en colère d'être virés de l'entraînement, entre guillemets. Et les coachs sont aussi un peu déchargés des responsabilités de gestion des parents et des problèmes qui viennent avec ça, en fait. Voilà. Donc voilà typiquement en fait à quoi sert un préparateur mental. Ça sert à ça, à faire le lien, à faire une sorte de travail comme ça systémique entre un club, une direction, des entraîneurs, des parents et des joueurs. Et puis après, si ça vous va. Euh, Delphine qui me dit que c'est dommage de limiter la PM au sport, elle peut être utile à bien d'autres domaines. Alors voilà, bah, du coup tu me permets de conclure un peu sur ce que je voulais vous dire. Est-ce que du coup vous direz aussi Olivier Le Prêtre, mon associé, je crois mardi prochain, qui fera du coup un webinaire en complément du mien. C'est que ce confinement, le coronavirus, les violences, tout ça, donc à mon avis vraiment ça permet de repenser le sport et la préparation mentale, de se repositionner sur un axe peut-être plus éthique et éducatif. Et ça permet aussi pour nous de sortir un peu du sport. C'est-à-dire que je pense que la préparation mentale est une technique, enfin c'est une discipline qui marche concrètement. On a su mettre en place beaucoup, on est quand même assez créatif. On s'appuie sur des éléments scientifiques qu'après on opérationnalise. On a beaucoup d'éléments intéressants qui fonctionnent dans le sport et qui, de mon expérience, fonctionnent également dans l'entreprise, dans la politique, dans tout ce qui est artistique et dans l'école éducative. Ça marche dans à peu près tous les environnements. C'est juste à nous à adapter les outils et le vocabulaire, des fois un peu au contexte, mais ça marche très bien. Donc je vous encourage les préparateurs mentaux là sur le fil et ceux que je connais et que je forme, que j'ai formé et que je formerai peut-être demain, à avoir une vision beaucoup plus large de la préparation mentale
de sortir un peu des paillettes du sport qui brille et du très haut niveau pour aller vers tout, en fait, tous les contextes, les environnements où on peut aider chacun à prendre, à progresser, à, à se développer et à s'accomplir en fait tout simplement. Et à mon avis c'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est vraiment sur l'élargissement et le fait d'ouvrir la préparation mentale, je vous ai dit, à tous ces environnements-là, parce que ça marche tout le temps et on vit aujourd'hui dans des mondes un peu fous, on va tous à 1000 à l'heure, on va reprendre une vie un peu folle à 1000 à l'heure et qui n'est pas entre guillemets normale en fait, hein, qui est forcément stressante, déstabilisante, déroutante. Et il faut que l'on soit armé, qu'on ait des outils pour mieux se comprendre, mieux gérer ses émotions, mieux gérer son attention et du coup mieux s'adapter à l'environnement en fait. Et ça, je pense que les préparateurs mentaux, on sait faire. Donc on peut aider beaucoup de gens à faire ça en fait. Voilà. Donc du coup, je vous redis, si vous avez des questions qui sont en lien avec justement comment dirais-je, le comment utiliser la préparation autrement avec d'autres personnes dans différents contextes. Vous pouvez très bien du coup, je vous conseille de regarder du coup le webinaire d'Olivier mardi soir qui sera sur, voilà, il n'y a plus de lumière du coup, qui sera sur Facebook aussi, où il parlera de tout ça. J'en profite également pour vous remettre en avant un bouquin que j'ai reçu cette semaine, le bouquin de Sébastien Bouel, qui est super. Bon, c'est un gars avec qui je travaille beaucoup, on fait beaucoup de conférences ensemble, Sébastien et moi, sur les violences dans le sport, notamment sexuelles. Le témoignage est toujours intéressant. En fait, je pense qu'on a fait ensemble 20-30 formations, enfin interventions. Donc je connais parfaitement son discours. En fait, et même là, en le lisant, j'étais très ému et les larmes aux yeux. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes dans le sport, je vous conseille vraiment ce bouquin, c'est intéressant. C'est aussi un très bon livre parce qu'il a une description du parcours des victimes qui est mais parfaite et une description du profil des agresseurs qui est pareil et très juste et qui vous permettra du coup d'avoir un œil un peu plus aguerri et un peu plus alerte dans le cadre du sport où malheureusement, je n'ai pas trop parlé, mais il y a beaucoup de pervers qui évoluent, il y a beaucoup d'agresseurs potentiels. D'autres news également, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un nouveau site web chez Focus qui tourne très bien, qui est vraiment très sympa, donc vous pouvez aller faire un tour. Même adresse que la précédente. On met en ligne en ce moment beaucoup d'articles, on publie beaucoup de choses avec Olivier, avec du coup nos consultants sur différentes thématiques, sur l'armée. Julien a fait un article sur l'armée qui cartonne, qui est super intéressant et enfin sur les forces spéciales exactement. Cartonne et qui est vraiment intéressant. On va en publier sur le management, sur l'entreprise, sur l'alimentation, sur tout ce qui est lié à la musique. On va publier sur le badminton, enfin plein de choses. Donc on mettra tout ça en ligne. Si vous voulez rester informé, le mieux c'est de vous abonner à notre newsletter. Comme ça, vous serez au courant quasiment de façon hebdomadaire de ce qu'on publie. Et puis voilà, je pense que j'ai terminé. C'est assez cool, du coup, je pense qu'on pourra refaire ça régulièrement. En moment ou déconfinement. Comme ça, je vois un peu tout le monde, c'est intéressant. Il y en a bien pas mal que j'ai pas depuis longtemps. Et puis, si vous avez en complément, je vous réponds du coup en off sans aucun souci. Ou par mail ou par texte mon téléphone. Et sinon, on se contacte avec plaisir. Je vous dis très bientôt. Très bonne soirée. Au plaisir de vous revoir. Ciao.